Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Le 24e sommet des chefs d'État et du gouvernement de Mano River Union s'est tenu ce vendredi à Conakry. Objectif, passer en revue et prendre des décisions sur les recommandations faites par les ministres des Affaires de l'organisation. Au cours de ce tête-à-tête entre les présidents sierra-léonais, libériens, guinéens et le représentant de la Côte d'Ivoire, plusieurs points ont été débattus. On écoute Mamakani Diallo, ministre du Plan et de la Coopération internationale, qui a lu le communiqué final du sommet. Durant les délibérations qui se sont déroulées dans une atmosphère franche et cordiale, les chefs d'État et de gouvernement ont examiné les points suivants. Le rapport du Conseil des ministres de l'Union, le rapport de la Commission administrative et financière portant sur l'audit, les questions administratives et le budget 2016, la situation de la mobilisation des ressources au titre du programme de relance socio-économique post-Ebola, la situation de la paix et de la sécurité dans la sous-région, le rapport sur les documents juridiques de l'Union du fleuve Mano, la construction du siège de l'Union, la restructuration du secrétariat de l'Union. Sur chacune de ces questions, les chefs d'État se sont félicités des acquis enregistrés par l'Union dans différents domaines importants. Ils ont cependant noté avec préoccupation les attaques terroristes qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, qui ont entraîné de nombreuses pertes en vie humaine. Les chefs d'État ont également réaffirmé leur engagement et détermination à appuyer les efforts du secrétariat dans la mobilisation des ressources et le renforcement des relations avec les partenaires pour la mise en œuvre des programmes et projets de développement. Le sommet a salué les efforts déployés par chaque État membre dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Dans cette optique, les chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer la résilience dans le système de soins de santé et de prendre les mesures visant à assurer la surveillance médicale transfrontalière. Le réseau routier guinéen, un véritable casse-tête pour les usagers. En dépit des efforts du gouvernement et de quelques partenaires pour revêtir les routes nationales, préfectorales ou voiries urbaines, le problème reste entier. Quel avenir désormais pour le transport et les échanges commerciaux intra-urbains? La réponse avec ce grand format de cette Fofana. Au petit marché de la tannerie, ici dans la commune de Matoto, Charles Valéry Loua vérifie sa marchandise dans le lot. Dans le lot, il constate des bananes putréfiées dues au retard de la livraison. Quand la banane est retarde, ça doit rentrer au moins au bout de 3 jours, ça peut arriver à l'état normal. Si maintenant ça vient après une semaine, on est confié à d'énormes problèmes parce que c'est déjà en état de décomposition et on ne peut plus rien, on ne peut que jeter. Imaginez, ici jusque derrière là, ce ne sont que des ordures de bananes. Ces produits, en provenance de la région forestière, sont acheminés dans la capitale pour y être vendus. Mais à cause de l'état de la route, ils arrivent parfois en de piteux état. S'il y a le bon marché, on peut se retrouver avec 18 millions normalement. Mais quand la banane vient déjà pourrie, des fois tu peux revendre ça à 9 millions, 6 millions, 7 millions. Il y a d'autres bananes qui arrivent ici. On enlève dans le camion, directement on envoie, on expédie ça vers la poubelle. Charles n'est pas la seule victime de cette histoire. Il y a aussi des vendeuses de denrées et des femmes enceintes qui, elles aussi, paient les frais de cette dégradation. Guirié Fansankoni, c'est à 40 km, mais il faut faire 4 heures de temps, 5 heures de temps avant d'atteindre le goudron. Et on souffre énormément avec nos femmes, nos transports des femmes, qu'on doit les envoyer pour s'il y a des camps d'intervention, les véhicules, des fois ils viennent, ils tombent dans panne sur la route, parce que le temps est très très mauvais et les femmes retardent trop. La souffrance que nous subissons aujourd'hui est insupportable. Tu scolarises ton enfant jusqu'à la fin de ses études et que tu sois obligé de supporter encore sa charge, ce n'est vraiment pas facile. Donc là où nous nous approvisionnons, nous nous battons pour pouvoir acheminer la marchandise jusqu'ici. Mais si elle pourrit à cause de la route,
Selon les statistiques de la Banque de données routières en 2012, la Guinée possédait en tout 44 000 km. Mais seuls 27% sont bonnes pour les routes nationales revêtues et 54% en mauvais état. Quant aux routes non bitumées, à l'image de celles préfectorales, communautaires et voiries urbaines, elles comptabilisent 9% praticables, 35% moyennes et 56% mauvaises. Un défi pour les autorités qui disent prendre le problème à bras le corps. Actuellement, on est en train de se battre pour qu'on puisse avoir une programmation et une planification cohérente. Donc, à partir de maintenant, l'axe, par exemple, Kilia, Téléméré, Kawal est déjà répertorié. On est en train de travailler sur ça. Et également, Sérédou, Lola, Zérekoulé, Lola également. On est en train de travailler sur tous ces documents. C'est pareil aussi, Kouroussa, Kankan, Sigiri, jusqu'à Kourimale. Outre cet engagement, des dispositions sont également en train d'être prises, selon Saya Londé, pour dorénavant garantir la viabilité des infrastructures routières. Aujourd'hui, nous faisons des études pointues. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les projets, ce n'est pas seulement en Guinée, ont étudié du fait qu'il n'y a pas eu de rigueur dans les études. Et nous, actuellement, quelle que soit la nature de l'intervention, quelle que soit sa petitesse, on essaie de savoir pourquoi d'abord il y a eu ça, avant de proposer des solutions. Et à côté de cela, nous renforçons ce qu'on appelle le contrôle et le suivi. Et j'avoue que vous allez voir nos prochaines interventions, c'est pareil qu'elles ne vont plus se répéter. Des actes certes, mais la réalité démontre au quotidien le calvaire des usagers qui, pour se mouvoir, font recours au remblai des nids de poules avec des moyens rudimentaires. Une rencontre d'échange et de partage entre les cadres des secteurs associés à la mise en œuvre du projet d'aménagement Guinée Vision 2040 et le cabinet Louis Berger chargé des études sur cette visée a été initiée ce vendredi à Conakry. À l'issue des débats, une présentation sommaire des grands axes à développer dans ce projet d'urbanisation de la Guinée a été faite. Compte rendu d'Oumarso. Comment procéder à l'aménagement de la Guinée d'ici 2040? Tel est le motif de cette rencontre qui a réuni des cadres des différents départements ministériels concernés par ce grand projet Conakry 2040. Au cours des échanges, une stratégie de travail a été définie avec l'administration guinéenne. Pour le directeur régional du cabinet en charge de l'exécution du dit projet, ce programme permettra à la Guinée de se doter d'une vision de développement à long terme. La première étape de ce projet, de cette étude, c'est l'analyse de l'état existant, l'état des lieux, dans différentes thématiques, telles que l'urbanisme, les transports, la gestion des déchets, le paysage, le logement. Et donc la deuxième étape du projet, c'est de définir des scénarios d'évolution stratégique qui sont pertinents dans le cadre de cette analyse. Et la troisième étape, qui est peut-être la plus importante, c'est de partager ces analyses avec les personnes décideurs dans le pays, afin que nous puissions recueillir les réactions, les commentaires, et que nous puissions en fait faire en sorte que ces analyses, ces scénarios possibles de développement soient en fait cohérents avec la vision politique du pays. Pour la réalisation de ce projet Guinée Vision 2040, plusieurs techniques ont été prises en compte, notamment les questions d'interaction entre les transports et la ville. Je développe les aspects liés au transport et à la mobilité, aux déplacements et aux problèmes que provoquent les déplacements, le trafic, la congestion, les embouteillages. Donc on essaie de voir comment en 2040 on peut construire une ville qui soit plus facile à vivre, qu'il soit plus facile de s'y déplacer, plus facile d'y habiter au quotidien. L'amélioration du réseau routier est également envisagée dans ce projet. À cela s'ajoute la mise en place d'un système de transport collectif qui réponde à la demande importante de déplacement.
Et puis, le projet de formation des étudiants sur le processus de réflexion sur la réconciliation nationale dans sa deuxième phase a connu son épilogue ce vendredi à Conakry. Cette seconde étape des travaux s'est soldée par un concours d'exposés qui a mis au prix les 5 universités ayant pris part à ce séminaire. Initiative de la Convention des jeunes leaders pour la paix et le développement en collaboration avec la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. C'est un reportage d'Oumar Sow rendu en studio par Diaou Bachir. Le processus de réflexion sur la réconciliation nationale, une question qui préoccupe les mouvements associatifs, notamment la Convention des jeunes leaders pour la paix et le développement. La COJELPAID invite le monde universitaire à s'y impliquer. C'est pourquoi cette structure de la société civile a initié cette session de formation à l'intention des étudiants. Au terme des travaux, les participants ont été soumis à une évaluation à travers un exposé sur le thème « Accès sur la justice transitionnelle en Guinée ». Après proclamation des résultats par le jury, l'initiateur du projet a fait des critiques. Nous avons fait des remarques par rapport au contenu des messages. Ils se sont beaucoup plus concentrés sur les messages de paix et de réconciliation, bien sûr, mais les processus liés à la formation sur la justice transitionnelle, ils n'ont pas fait cas. Et le membre du jury les a rappelés sur ce point. Donc nous espérons que pour la suite, ils auront une maîtrise parfaite de la justice transitionnelle et du processus de réconciliation en Guinée. Avec ce thème central, les étudiants se sont succédés pour soutenir leur thèse sur le processus de réconciliation nationale. Mais au finish, c'est l'université El Imar qui est sortie victorieuse de ce concours. Une réjouissance pour les primés qui comptent vulgariser cette formation dans leur environnement respectif. Vu tout ce qui s'est passé lors de cette formation, je suis très ravi parce que mon université vient de sortir vainqueur dans cette formation et dans ce concours. Donc on a un sentiment de fierté et de congratulations. Après ici, on va descendre sur le terrain pour sensibiliser nos familles, nos frères et sœurs, pour qu'on se donne la main ensemble pour une Guinée unie et prospère. Pour les initiateurs de cet atelier, le choix des étudiants s'explique par le fait qu'ils sont les futurs responsables de leur famille. Notre cible, c'est les étudiants dans les différentes universités, parce que nous avons jugé nécessaire qu'ils sont non seulement les futurs cadres de ces pays, mais aussi ils viennent des familles. Donc ils peuvent, en les formant, nous touchons deux niveaux. Non seulement les collègues, les amis étudiants, c'est que le monde universitaire, mais aussi les populations. C'est ça qu'étudiant vient d'une famille. Ces pères éducateurs auront désormais la lourde tâche de mener des campagnes d'information et de sensibilisation afin que les citoyens puissent adhérer à cette idée de réconciliation nationale. Clôture ce samedi à Conakry de la 35e édition du concours national de récitation, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Cette compétition a démarré, c'était il y a 10 jours. 141 candidats se sont inscrits, seulement 25 sont sortis victorieux. L'édition de 2016 a connu la participation active des filles. La lauréate a bénéficié de 17 millions de francs guinéens. C'est le Premier ministre, chef de gouvernement, qui a présidé cette cérémonie et a invité les fidèles musulmans à mettre la pratique de la religion au service de la paix et du développement. Salm Kondé nous fait le point. L'éducation fait partie des priorités qu'un gouvernement doit réaliser en permanence, a lancé le secrétaire général aux affaires religieuses devant un parterre de fidèles musulmans. Pour lui, cette émulation entre les tout petits vise également la valorisation de l'éducation coranique dans le pays. El Haj Abdul Karim Djoubaté n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'éducation des enfants. Pour l'islam, l'enfant est un être qui a été confié à ses parents et à la société. Son cœur est un diamant précieux qui n'est pas du tout taillé. Il accepte toute forme que son environnement lui donne. Il penchera au fil de sa croissance vers tout ce qu'on lui présente. Ainsi, s'il a été habitué à vivre le bien et qu'on lui apprend les devoirs, il en épousera les vertus et les pratiquera au quotidien.
Cette 35e édition a été marquée aussi par la bravoure des filles qui ont compéti dans toutes les catégories, valorisant ainsi la femme guinéenne. Aïcha Diallo, lauréate à cette édition, compte redoubler d'efforts. Il n'y a pas de secret dans ça, mais c'est Dieu le Tout-Puissant qui a fait cela. Parce que depuis que j'étais petite, mes parents m'ont éduquée comme ça. Il n'y a pas de secret. Depuis l'enfance, je lis. C'est d'augmenter le courage et bien lire aussi. Le Premier ministre chef du gouvernement a demandé aux responsables religieux à s'investir pleinement dans le rayonnement de la paix en Guinée. Vous qui êtes ici, qui prêchez la parole d'Allah, qui disséminez la sagesse de notre prophète, paix et salut sur lui, vous savez que l'islam signifie paix. Alors, travaillez pour la paix dans vos mosquées et dans votre environnement quotidien. Fadi Dioula, le président de la République souhaite que la volonté d'unité nationale, tous les candidats gagnants ont bénéficié d'une enveloppe symbolique. En tournée de remerciements depuis son intronisation comme chef spirituel de la Basse-Guinée, El Hadj Seyrouna Souma a été reçu ce vendredi à Forêt-Caria. Comme dans les autres préfectures visitées, le message du Kuntigi reste le même, l'unité, la solidarité et l'intense des fils et filles de la Guinée maritime. Soirée Bouakar. Après Boké, Fria et Bofa, le chef spirituel de la Basse-Guinée était ce vendredi dans la ville de Fodé Katibi Touré. Venu accomplir la prière de vendredi avec les fidèles de la localité, El Hadj Seyrouna Souma a non seulement remercié les enfants de Moria pour le choix porté en lui, mais aussi leur a prodigué d'utiles conseils. Des conseils qui s'articulent autour de la construction de la fraternité, l'entente et l'entraide entre les ressortissants de la région. Si nous sommes unis ici, c'est toute la Guinée qui est unie. Donc nous sommes heureux que Forêt-Caria reçoive aujourd'hui notre Kuntigi avec tous les honneurs. Partout nous sommes passés. De Mapéria jusque chez les deux sages, vous avez compris que la population d'ici est enthousiaste. Enthousiaste à l'idée de se retrouver, de se réconcilier et de faire en sorte que la Guinée connaisse la paix, le bonheur et la prospérité. Un combat qui ne passera pas sans difficulté. D'ailleurs, un groupe de ressortissants de la Basse-Guinée dit ne pas reconnaître le choix porté sur la personne de El Hadj Seyrouna. Amirou Konté, président de la commission d'organisation de cette structure, promet de répondre aux dissidents dès après le Ramadan. Ceux qui sont allés à Kindi à préparer l'intronisation du Kuntigi sont responsables. Ils ne sont pas irresponsables. Ils sont responsables et ils ont montré qu'ils aiment la Basse-Guinée. Et la plupart des gens ont contribué, ils ont donné quelque chose à la Basse-Guinée. Celui qui n'a rien fait pour la Basse-Guinée, parce qu'il n'est pas en bon terme avec le chef de l'État, il veut dire que ceux qui sont allés à Kindia sont des rebelles, ça n'engage que lui, nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes, celui qui a tenu ses propos, il se connaît. Et je ne dis pas le nom de quelqu'un ici, mais quelqu'un a dit que nous sommes des rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles. Voyez les figures qui sont là déjà autour, n'est-ce pas, de moi, ce n'est pas des rebelles. Et quand vous dites que même le Kuntigi, parce que tous ceux qui se sont déplacés pour aller à Kindia, le Kuntigi était là, que le Kuntigi est rebelle, et nous attendons que le mois de carême finisse. Cette tournée de remerciements se poursuivra dans les semaines à venir dans les autres circonscriptions de la région maritime. Entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large, disait Churchill. Donc, acte hier, les Britanniques ont donc tourné le dos à l'Europe autour de cette journée historique. Regardez. Une journée qui restera gravée dans les mémoires, à 23 juin, qui sera dans les livres d'histoire. C'est un moment qui a surpris tous les Européens. Lors d'un référendum populaire, la Grande-Bretagne a décidé de quitter le navire à 51,9% des suffrages. Elle quitte l'Union européenne. Les pro-Brexit crient. Nous avançons et nous ne devrions pas douter du fait que l'Angleterre est en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre qui est en adéquation avec nos meilleures traditions. Nous avons toujours été une nation ouverte, intégratrice, tolérante, créative et généreuse. Ouverte au commerce, ouverte aux échanges, ouverte aux autres cultures, ouverte au monde. Désormais, nous avons une nouvelle chance de nous ouvrir encore plus.
Un choix historique qui n'est pas sans conséquences. Immédiatement après l'annonce des résultats, le Premier ministre David Cameron annonce sa démission, puisqu'il était un fervent défenseur du IN, resté dans l'Union européenne. Il semble que l'État a besoin d'une autre équipe à sa tête. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour stabiliser la situation, mais ce n'est pas à moi d'être aux commandes. Il est dans l'intérêt de la nation d'avoir une stabilité avec une nouvelle équipe aux commandes. Un choix qui a fait jubiler l'extrême droite européenne. Marine Le Pen en a d'ailleurs appelé à suivre le modèle britannique. Du côté de Bruxelles, l'UE qui s'est couchée à 28 membres ce 23 juin s'est réveillée à 27. Le Brexit pose de nouveaux challenges que doit surmonter une Europe handicapée d'un membre. De nombreux représentants politiques européens se sont exprimés face à ce vote. Tous déçus et conscients du travail qui les attend, ils gardent un message positif et veulent se placer au cœur d'un renouveau européen. Le vote des Britanniques met gravement l'Europe à l'épreuve. Elle doit montrer dans ces circonstances sa solidité et sa force, en apportant les réponses nécessaires pour maîtriser les risques économiques et financiers du départ du Royaume-Uni. De son côté, Nigel Farage rêvait d'un Royaume-Uni indépendant, mais ce vote populaire pourrait amener un Royaume désuni. Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour rester dans l'Union et les prochaines semaines annoncent des remous. Une journée également marquée par de grands bouleversements économiques. Les marchés financiers ont mal réagi à l'annonce d'un Brexit inattendu. Mais le grand gagnant de toute cette histoire, c'est Boris Johnson. L'ancien maire de Londres, conservateur et leader de la campagne pro-Brexit, pourrait prendre la place de Premier ministre. François, en Arménie, le pape était ce matin à mémorial du génocide arménien. Comme son habitude, l'évêque de Rome a tenu un discours très politique. Regardez. C'est la deuxième fois qu'il utilise ce terme. Le pape François a dénoncé le génocide arménien entre 1915 et 1917. En visite officielle dans le pays, le souverain pontife s'est exprimé au palais présidentiel devant le chef de l'État. Le Vatican avait pourtant évité d'utiliser le mot génocide et il ne figurait pas dans le texte du pape. Le chef de l'Église catholique a donc créé la surprise en dénonçant ce douloureux épisode de l'histoire des Arméniens. Cette tragédie, ce génocide a marqué malheureusement le début de la triste série des catastrophes immenses du siècle dernier. Ces effroyables catastrophes ont été rendues possibles par d'aberrantes motivations raciales, idéologiques ou religieuses qui ont enténébré l'esprit des bourreaux au point qu'ils se sont fixés le dessein d'anéantir des peuples entiers. Le pape François a donc préféré la franchise à la prudence, au risque d'en énerver certains. La Turquie au premier plan, qui a en effet immédiatement condamné cette formule, une formule inacceptable. Elle rejette en effet le terme de génocide pour les massacres commis sous l'Empire ottoman. Ankara affirme que dans le cadre d'une guerre civile, les victimes ont été moins nombreuses et elles étaient aussi bien turques qu'arméniennes. Déjà en avril 2015, dans la basilique Saint-Pierre, le pape François avait prononcé pour la première fois le terme de génocide et il traduit même ce mot par une action. Il s'est rendu ce samedi dans le mémorial du génocide arménien. Fini ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bon week-end.